le cartel qui a surpassé Pablo Escobar. Lorsqu'on parle du narcotrafic en Colombie, le nom de Pablo Escobar est le premier à surgir. Son héritage criminel a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire. Mais, et si je vous disais qu'un autre cartel est devenu encore plus puissant? Nous parlons du cartel de Cali. Contrairement à Escobar et à son règne de terreur, les chefs de Cali n'avaient pas besoin de remplir les rues de cadavres pour dominer le marché. Leur arme à eux était bien plus redoutable: l'argent. Chaque année, ils dépensaient plus d'1 milliard de dollars en pots de vin. Ils achetaient des juges, des généraux, des policiers, jusqu'à un président de la République. Mais attention, ce n'étaient pas des saints. Ils contrôlaient totalement le trafic de cocaïne. Et, même s'ils préféraient payer plutôt que tuer, ceux qui refusaient leur argent n'avaient plus le choix. Les gentlemen de Cali. C'est ainsi qu'on les appelait. Un nom élégant pour une organisation qui fonctionnait comme une entreprise, mais selon les règles du crime organisé. Voici l'histoire de la construction de l'empire du cartel de Cali. Comment ils ont fait trembler Pablo Escobar et comment leur règne s'est terminé dans la trahison, les arrestations et la mort. Ne clignez pas des yeux, car ce que vous êtes sur le point de découvrir va vous laisser sans voix. 4 hommes dirigent l'empire de la cocaïne. Gilberto Rodríguez Orejuela, le cerveau stratégique. Miguel Rodríguez Orejuela, le maître de la logistique et des finances. José Chepe Santa Cruz Londoño, le lien avec New York et les routes internationales. Elmer Pacho Herrera, le chef militaire, impitoyable et létal. Selon la DEA, le cartel de Cali est devenu plus puissant que celui de Medellín. Alors qu'Escobar devenait l'ennemi public numéro 1, les chefs de Cali tiraient les ficelles dans l'ombre. Ils ne faisaient pas exploser des bombes, ils plaçaient des politiciens. Ils ne tiraient pas, ils soudoyaient. Mais ils ne pouvaient pas partager le trône. Medellín et Cali étaient voués à s'affronter. Entre 1988 et 1993, leur guerre transforma la Colombie en un champ de bataille. Elle plongea le pays dans une vague de violence sans précédent et changea à jamais l'histoire du narcotrafic. À son apogée, le cartel de Cali ne dominait pas seulement la Colombie, il dominait le monde. Il contrôlait 90% de la cocaïne entrant aux États-Unis et 80% du marché européen. Il générait plus de 20 milliards de dollars par an. Mais un problème demeurait: Pablo Escobar. Le cartel de Medellín et le cartel de Cali ne pouvaient coexister. 2 empires, 2 façons d'opérer, un seul trône. Voici l'histoire de la construction de l'empire du cartel de Cali et de sa chute inévitable. Ce que vous allez découvrir va vous surprendre. Les hommes qui ont construit un empire, le cartel de Cali, ne s'est pas construit en un jour. Il est le fruit de plusieurs années de stratégie, de deals douteux et d'une ambition démesurée. Tout a commencé dans les années 1970, lorsque 3 hommes ont décidé de créer ce qui allait devenir l'une des organisations criminelles les plus puissantes de l'histoire. Les architectes de l'empire, Gilberto Rodríguez Orejuela, le stratège, surnommé l'échiquier, pour sa capacité à anticiper ses ennemis. Miguel Rodríguez Orejuela, le cerveau derrière la logistique et les finances du cartel. José Chepe Santa Cruz Londoño, le plus audacieux, avec des contacts clés dans le narcotrafic international. Leur histoire commence loin du luxe et du pouvoir. Gilberto est né le 30 janvier 1939 dans un petit village au nord-ouest de Bogota. 4 ans plus tard, le 15 août 1943, naissait son frère Miguel. La famille déménagea à Cali, où les 2 frères grandirent dans un environnement modeste. Mais la pauvreté n'était pas un obstacle, c'était une motivation. Dès son plus jeune âge, Gilberto apprit que la rue avait ses propres règles. Il dut abandonner l'école pour aider sa famille. Et à 15 ans, il avait déjà découvert de près les marchés clandestins. Ce qui avait commencé comme de petites affaires illégales se transforma rapidement en un empire multimillionnaire. Les rues furent la véritable école de Gilberto Rodríguez Orejuela. Très jeune, il travailla comme livreur dans une pharmacie. Mais ce qui l'intéressait vraiment, ce n'était pas les médicaments,
Mais les affaires louches qui s'y déroulaient dans l'ombre. Avec un instinct naturel pour l'argent, à 25 ans, il était déjà propriétaire de sa propre pharmacie. Mais ce n'était pas une entreprise légitime. Sa spécialité, vendre du matériel médical volé. Et il ne travaillait pas seul. Son frère Miguel le rejoignit. Et ensemble, ils commencèrent à construire un réseau clandestin qui leur rapportait bien plus d'argent qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Mais il manquait encore quelqu'un. José Chepe Santa Cruz Londoño, un vieil ami d'enfance qui apportait quelque chose que les frères Rodríguez Orejuela n'avaient pas. De l'audace et une mentalité criminelle sans limite. C'était un homme qui voyait toujours plus loin, avec une personnalité charismatique qui le rendait dangereux. Toujours un sourire aux lèvres, même dans les moments les plus sombres. Un jour, il eut une idée qui allait changer leur vie à jamais. Et si, au lieu de vendre des produits volés, on faisait quelque chose de plus grand? Et si on montait un gang de kidnappeurs? C'est ainsi qu'est né Los Chemas, un groupe spécialisé dans les enlèvements, qui marqua le début de quelque chose de bien plus grand, le cartel de Cali. Ce qui avait commencé comme une simple bande de délinquants se transforma en une véritable machine à faire de l'argent. Los Chemas n'était pas juste un gang, c'était une industrie. Le nom venait des coiffures gominées qu'ils arboraient, leur donnant une apparence de « gentleman ». Mais la réalité était tout autre. Ils opéraient avec une précision chirurgicale, organisant des enlèvements comme s'il s'agissait d'opérations militaires. L'un de leurs plus gros coups, une rançon de 12 millions de pesos, presque $1 million à l'époque. Mais ce n'était que le début. Le véritable business allait bientôt se révéler. L'étape suivante arriva lorsqu'ils croisèrent un homme clé, Benjamin Herrera Zuleta. L'un des pionniers du trafic de drogue en Colombie, Herrera leur montra quelque chose de bien plus lucratif que les enlèvements, la drogue. Ils commencèrent avec la marijuana, rentable, certes, mais incomparable avec ce qui allait venir. Une nouvelle substance envahissait le marché international, la cocaïne. En découvrant son potentiel, ils comprirent immédiatement. C'était le business du futur, le premier grand pari. Avec seulement 1 kilo de cocaïne entre les mains, les futurs chefs du cartel de Cali se lancèrent dans un voyage qui allait changer à jamais l'histoire du trafic de drogue. Ils traversèrent l'Amérique centrale, affrontant de nombreux dangers jusqu'à la frontière du Texas. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'ils pénétraient sur le territoire contrôlé par Pablo Acosta Villarreal, l'un des barons de la drogue les plus puissants du Mexique. Si Acosta les avait découverts, leur histoire aurait pu s'arrêter là. Mais le destin fut de leur côté. Ils traversèrent sans encombre et mirent le pied à New York. Et c'est là qu'ils virent la véritable opportunité. Les États-Unis étaient en pleine crise post-Vietnam. La demande de drogues explosait. La cocaïne était devenue le nouveau symbole de luxe et de pouvoir. Un seul kilo se vendait entre 50 € et 60 $. Le marché était prêt. Il ne manquait plus qu'un maître pour le dominer. Ils vendirent leur premier kilo et ne regardèrent jamais en arrière. À partir de ce moment-là, l'argent commença à affluer sans contrôle. Le cartel de Cali avait trouvé sa mine d'or. New York devint l'épicentre de leur business. Plus de cocaïne, plus de clients, plus de millions dans leurs poches. Chaque expédition réussie les rendait plus riches et plus puissants. La drogue circulait dans les clubs, les bars et les cercles exclusifs de l'élite américaine. Mais ce n'étaient pas des trafiquants ordinaires. Ils savaient que, pour survivre, il fallait être plus intelligents que leurs ennemis. Leur stratégie? Diviser l'organisation en cellules autonomes. Si un distributeur était arrêté, il ne pouvait dénoncer personne d'autre. Si une branche tombait, le cartel restait intact. Et l'architecte de ce modèle fut Chepe Santa Cruz Londoño. Depuis New York, il gérait la distribution avec une précision chirurgicale. Le cartel de Cali ne se contentait pas de vendre de la cocaïne. Il la contrôlait. Chaque nuit, des milliers de dollars de drogue passaient entre les mains d'hommes d'affaires, de politiciens et de célébrités. Et tout portait la marque du cartel de Cali. Le vrai défi du cartel de Cali n'était pas de vendre de la cocaïne, mais de ne pas se faire attraper. Ils n'étaient pas de simples trafiquants. C'étaient les cadres dirigeants d'une multinationale du crime. Au sommet de l'Empire, 4 hommes fonctionnaient comme un conseil d'administration. Gilberto Rodríguez Orejuela, le cerveau du cartel, un stratège froid et calculateur qui déplaçait les pièces comme sur un échiquier.
Miguel Rodríguez Orejuela, l'homme de l'ombre. Il contrôlait les finances, la sécurité, les envois et la corruption. S'il fallait acheter juge ou policier, c'était lui. José Chepe Santa Cruz Londoño, le roi de la distribution. Il gérait le trafic de cocaïne à New York et dans d'autres villes clés des États-Unis. Elmer Pacho Herrera, le fantôme du cartel, le plus discret, énigmatique et létal de tous. Mais Pacho Herrera était différent. Avant de rejoindre le cartel de Cali, en 1983, il était déjà un trafiquant indépendant avec de puissantes connexions aux États-Unis. Il contrôlait la distribution à New York. Il gérait l'un des réseaux de blanchiment d'argent les plus sophistiqués et rentables jamais vus. Son travail fut essentiel dans l'expansion rapide du cartel. Mais ce qui le rendait unique n'était pas seulement son intelligence criminelle. Pacho Herrera était ouvertement homosexuel. Dans un monde dominé par le machisme et la brutalité, cela aurait pu poser problème. Mais pour les dirigeants du cartel de Cali, l'argent parlait plus fort que les préjugés. Tant que Pacho générait des millions, sa vie privée n'était pas un souci. Le coup qui a changé la donne, Pacho Herrera n'était pas seulement un maître du trafic de cocaïne, il fut aussi le responsable de l'une des stratégies les plus efficaces du cartel. Au lieu d'envoyer directement la cocaïne aux États-Unis, Pacho utilisa ses contacts au Mexique pour ouvrir une nouvelle route de trafic. Les cartels mexicains entrèrent en scène et les chevaliers de Cali n'avaient jamais gagné autant d'argent. Mais tout mouvement stratégique comporte des risques. Cette manœuvre attira de nouvelles menaces et bientôt, le cartel allait devoir affronter un ennemi encore plus grand. Si le cartel de Cali était une entreprise, Pacho Herrera en était le chef de la sécurité. Et quand on parle de sécurité, on parle d'une machine de violence absolue. Pacho ne pardonnait ni les erreurs ni les trahisons. Si un infiltré était découvert, il disparaissait. Si un ennemi osait les attaquer, la réponse était létale. Personne n'échappait à son contrôle. Cali était sur le point d'atteindre le sommet du narcotrafic. Mais le prix de ce succès allait être très élevé. Dans les années 80, Cali comptait plus d'1 million d'habitants. Mais en réalité, la ville appartenait au cartel. Chaque capot avait son territoire. Les frères Rodríguez Orejuela dominaient le centre et les quartiers les plus riches. Chepe Santa Cruz contrôlait le sud. Pacho Herrera régnait sur le nord d'une main de fer. Rien ne se passait à Cali sans qu'ils le sachent. Avec un réseau de surveillance et de corruption, la ville était devenue leur forteresse personnelle. Ils étaient propriétaires de la compagnie téléphonique locale, ce qui leur permettait d'écouter n'importe quel appel. Des milliers de chauffeurs de taxi travaillaient pour eux comme espions, signalant tout mouvement suspect en ville. Ils achetaient juges, policiers et politiciens, s'assurant ainsi que personne ne les poursuive. Si un étranger arrivait à Cali et éveillait les soupçons, le cartel avait son dossier en quelques heures. Et si cet étranger était un agent de la DEA, il n'en ressortait probablement pas vivant. Les Rodríguez Orejuela amassèrent une fortune grâce à la drogue, mais leur vraie passion n'était pas le trafic, c'était le football. En 1979, Miguel Rodríguez Orejuela, passionné de football, en avait assez de voir son équipe favorite, l'América de Cali, perdre. Alors il fit ce que tout narcotrafiquant millionnaire ferait. Il l'acheta et en fit une puissance. Des millions de dollars furent injectés dans les recrutements, les entraîneurs et la logistique. Et les résultats ne se firent pas attendre. L'América de Cali passa d'un club ordinaire à une machine à gagner. Cette même année, ils remportèrent leur premier championnat national. Dans les années 80, ils en remportèrent 5 autres. Ils atteignirent 3 finales de la Copa Libertadores, le tournoi le plus prestigieux d'Amérique du Sud. Mais il y avait un autre détail. L'América de Cali avait un surnom, l'équipe de l'infarctus. Leur match était imprévisible, gagné ou perdu dans les dernières minutes, laissant les supporters au bord de la crise cardiaque. Ce que peu de gens savaient, c'est que derrière chaque victoire, il y avait des millions issus du narcotrafic. Le cartel de Cali ne dominait pas seulement le football, il dominait toute la ville. Et son pouvoir allait bien au-delà du sport. Il possédait des richesses inimaginables, mais ne voulait pas attirer l'attention. Tandis qu'Escobar exhibait son empire, les chefs de Cali opéraient dans l'ombre, et cela les rendait encore plus dangereux. Le pouvoir qui ne se voit pas. Le cartel de Cali avait une règle d'or.
Le vrai pouvoir est celui qui ne se remarque pas. Contrairement à Pablo Escobar, qui se présentait comme un narcotrafiquant tout-puissant, les chefs de Cali agissaient discrètement. Pas d'extravagance, pas d'exposition médiatique. Tandis qu'Escobar roulait dans des voitures de luxe, les chefs de Cali conduisaient des véhicules banals. Ferrari, Lamborghini, oui, ils en avaient. Mais ils les prêtaient à des politiciens et des célébrités pour gagner des faveurs et garantir leur protection. Si un journaliste publiait quelque chose contre eux, Gilberto Rodríguez Orejuela l'appelait personnellement pour corriger l'article. Le message était clair. Cali n'avait pas besoin de publicité. Il voulait un contrôle total, en silence. Mais intégrer le cartel de Cali n'était pas donné à tout le monde. Il ne recrutait ni voyous ni petits trafiquants. Il recherchait des professionnels, un cartel transformé en multinational. Pour rejoindre l'organisation, les candidats devaient remplir une demande d'emploi formelle, comme s'ils postulaient à un poste de cadre. Ils ne voulaient pas de tueurs à gages. Ils voulaient des comptables, économistes et experts en logistique. Des personnes capables de gérer des milliards de dollars sans laisser de traces. Chaque nouveau membre recevait un manuel de règles. Pas de luxe excessif, pas d'ostentation inutile. Toujours garder un profil bas. Tandis que le cartel de Medellín s'enfonçait dans des guerres sanglantes, le cartel de Cali étendait son empire dans l'ombre. Cocaïne en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, sans aucune interférence. Cartel de Cali vs cartel de Medellín. Deux empires, deux stratégies. Pablo Escobar avait un pouvoir absolu, mais aussi un problème. Il était impulsif. La discrétion ne l'intéressait pas. Il n'avait aucun souci à rester dans l'ombre. Le cartel de Cali, en revanche, était une entreprise bien structurée, conçue pour fonctionner sans faire de bruit et sans attirer l'attention inutilement. Quelle était la différence? Cali fonctionnait comme une multinationale. Ils avaient un conseil d'administration composé de 4 chefs. Chaque décision importante était soumise à un vote. Rien ne se faisait sans consensus. Chaque branche du trafic était divisée en cellules indépendantes. Medellín, en revanche, fonctionnait comme une alliance criminelle. Chaque chef gérait son propre territoire. Mais il y avait un problème. Pablo Escobar imposait toujours sa volonté. Son modèle ne reposait pas sur la stratégie, mais sur la peur. Pour les chefs de Cali, le cartel de Medellín n'était qu'un groupe de brutes sans vision. Pendant que Cali achetait juges et politiciens, Medellín faisait exploser des bâtiments et semait le chaos. Mais il y avait une chose que les deux cartels savaient. Ils ne pouvaient pas partager le trône. Deux façons de faire des affaires, mais un seul cartel pouvait dominer le narcotrafic mondial. Et ainsi, la guerre allait éclater. Deux stratégies pour le pouvoir. Le cartel de Cali avait misé sur la corruption. Au lieu d'assassiner leurs ennemis, ils les achetaient. Juges, politiciens, militaires, tout avait un prix. Ils ont conclu des accords avec l'élite colombienne, assurant leur influence sans avoir à se salir les mains. Pour eux, l'argent était une arme bien plus puissante que les balles. Mais Medellín avait une autre méthode, la terreur. Pablo Escobar ne négociait pas. Si un politicien ou un juge refusait son argent, il l'éliminait. Les bombes qui explosaient dans les villes colombiennes montraient que personne n'était en sécurité. Deux stratégies complètement différentes. Mais le destin était déjà scellé. L'une d'elles allait s'effondrer. La guerre entre Medellín et Cali allait marquer le début de la fin pour l'un des cartels les plus puissants de l'histoire. Pablo Escobar avait une vision totalement différente de celle du cartel de Cali. Il ne cherchait pas le respect des puissants, mais l'amour du peuple. Il construisait des quartiers entiers pour les pauvres, distribuait de l'argent dans la rue, se présentait comme le Robin des Bois de Medellín. Mais il y avait un problème. Si quelqu'un se mettait en travers de son chemin, il l'éliminait sans hésiter. Mais voici la surprise. Les deux cartels n'ont pas toujours été ennemis. En réalité, ils ont dû s'unir un temps pour faire face à un ennemi commun. Au début des années 1980, un nouvel acteur est entré en scène. Le groupe de guérilla MDX9. Leur activité principale était le kidnapping, et peu leur importait que leurs victimes soient de Medellín ou de Cali, tant qu'elles payaient la rançon. Mais ils ont commis une erreur fatale. Ils ont tenté de s'en prendre à Pablo Escobar. Escobar a convoqué les chefs du M19 et a été clair. Il ne négocierait pas. Les guérilleros se sont retirés, mais pas pour longtemps. Peu après,
le M19 a kidnappé la sœur des frères Ochoa, du cartel de Medellín. Ils ont exigé une rançon de 12 millions de dollars, mais cette fois, ni Escobar, ni les autres chefs n'étaient prêts à payer. Il était temps d'envoyer un message. La réponse des cartels allait changer à jamais l'histoire du narcotrafic en Colombie. Les cartels de Cali et de Medellín ont pris une décision. Ils ne seraient plus jamais des victimes. Ainsi est né le groupe paramilitaire MAS, Mort aux kidnappeurs. Lors d'une réunion avec des centaines de narcotrafiquants, une force létale fut créée avec une seule mission: exterminer les ravisseurs. Le MAS n'était pas seulement un groupe criminel. C'était une déclaration de guerre contre toute organisation qui oserait défier les cartels. Ce qui suivit fut une chasse sans précédent. Le M19 allait affronter un ennemi bien plus violent que ce qu'ils auraient pu imaginer. Et dans ce processus, les cartels de Cali et de Medellín allaient découvrir qu'ils pouvaient être alliés, du moins pour un temps. L'armée financée par les cartels, le groupe paramilitaire MAS, connu sous le nom de Mort aux ravisseurs, ne surgit pas de nulle part. Il fut une création directe des cartels de Cali et de Medellín, soutenu par un réseau d'intérêts incluant des hommes d'affaires colombiens, des multinationales américaines et des politiciens qui voyaient dans le M19 une menace à la stabilité de leurs affaires et de leur pouvoir. La priorité était claire: éradiquer tout groupe qui oserait défier la suprématie du narcotrafic en Colombie. En quelques semaines, des dizaines de guérilleros du M19 furent capturés, interrogés et exécutés. Les cartels accomplirent en peu de temps ce que le gouvernement colombien n'avait pas pu faire en des années. La guérilla n'eut pas d'autre choix que de se rendre, présentant ses excuses à Pablo Escobar et aux frères Ochoa et libérant tous les otages. Cependant, le MAS ne disparut pas avec la retraite du M19. Il devint un outil de guerre pour les cartels, marquant le début d'une ère encore plus sanglante en Colombie. Avec la défaite du M19, les deux cartels les plus puissants de Colombie comprirent qu'il était plus rentable de coopérer que de s'affronter. La demande de cocaïne aux États-Unis atteignait des sommets et le marché était assez vaste pour les deux sans déclencher de guerre interne. C'est ainsi qu'une alliance temporaire entre Cali et Medellín vit le jour, basée sur l'intérêt économique, bien plus que sur la confiance. Malgré l'animosité naturelle entre leurs dirigeants, la coopération permit d'élargir leurs opérations et de maximiser les profits. Mais il y avait un troisième acteur dans cette équation, peu connu, et qui joua un rôle fondamental dans la consolidation des cartels colombiens: la CIA, l'Agence centrale de renseignement des États-Unis. Au début des années 80, le gouvernement des États-Unis avait deux priorités en Amérique latine: freiner le trafic d'héroïne et de marijuana, et empêcher la propagation du communisme dans la région. Face à cette situation, la CIA prit une décision controversée. Au lieu de combattre frontalement le narcotrafic, elle préféra s'assurer que la production de cocaïne reste entre les mains des cartels, plutôt que de permettre à des groupes communistes de prendre le contrôle du commerce. L'accord était simple. En échange de protection et d'un accès aux armes américaines, les cartels colombiens garantiraient que l'argent du trafic ne servirait pas à financer des mouvements de gauche dans la région, tandis que le gouvernement américain affichait officiellement une politique de lutte contre la drogue. En coulisses, la CIA facilitait indirectement la montée en puissance des cartels, Cali et Medellín, partenaires dans le crime. Grâce à ce soutien clandestin, à la fois le cartel de Cali et le cartel de Medellín consolidèrent leur pouvoir et élargirent leur réseau de distribution. Pendant un temps, les chefs des deux groupes travaillèrent ensemble, partageant routes et contacts. Gilberto Rodríguez Orejuela et Jorge Luis Ochoa, l'un des chefs du cartel de Medellín, entretenaient une relation étroite, prouvant que, lorsque les intérêts coïncidaient, les différences pouvaient être mises de côté. Cependant, cette alliance n'était pas destinée à durer. L'ambition, le pouvoir et les différences stratégiques entre les deux cartels rendirent la trêve temporaire. Bientôt, les conflits d'intérêts et les différends territoriaux déclenchèrent une guerre ouverte entre Cali et Medellín. Une guerre qui allait changer à jamais le paysage du narcotrafic en Colombie. La faute fatale de Pablo Escobar. Le cartel de Cali et le cartel de Medellín semblaient être des partenaires indéfectibles. Ils contrôlaient ensemble une banque au Panama,
un outil clé pour blanchir des millions de dollars issus du narcotrafic. En plus, ils commencèrent à étendre leurs opérations en Europe, en sécurisant de nouvelles routes de distribution. Rien ne semblait pouvoir briser cette alliance, jusqu'à ce que Pablo Escobar commette sa plus grande erreur, tenter d'entrer en politique. La guerre entre Cali et Medellín ne commença pas à cause du trafic de drogue, mais à cause du pouvoir politique. Escobar ne voulait pas seulement de l'argent et le contrôle du commerce de la cocaïne. Il voulait gouverner la Colombie de l'intérieur. En 1982, il fut élu député. Son plan était de redorer son image et de devenir une figure d'influence nationale. Avec de l'argent, des connexions et le soutien du peuple, rien ne semblait pouvoir l'arrêter. Mais il se trompait. Un homme n'allait pas permettre qu'un narcotrafiquant s'infiltre dans la politique colombienne. Le ministre de la Justice, Rodrigo Lara Bonilla, était déterminé à exposer Escobar. Le jour où Pablo mit les pieds au Congrès, Bonilla le confronta publiquement. Il l'accusa d'être un criminel et lança la menace que tous les narcos redoutaient. Si nous continuons à permettre cela, nous les extraderons vers les États-Unis. Pablo Escobar n'était pas habitué à être défié. Sa réponse fut brutale. C'est ici que commença la véritable guerre. Escobar ne supportait pas l'humiliation et lorsqu'il fut expulsé de la politique, il décida de se venger. En janvier 1984, sa carrière politique était terminée. Luis Carlos Galán, le leader du Parti libéral, l'expulsa du parti. Son rêve de devenir un homme politique légitime s'effondra en quelques mois. Mais Pablo n'oubliait pas et ne pardonnait pas. Seulement 3 mois plus tard, il ordonna l'assassinat de Rodrigo Lara Bonilla. Le ministre de la Justice, qu'il avait dénoncé au Congrès, fut exécuté. Ce fut un coup brutal, mais aussi une erreur fatale. L'assassinat de Bonilla fit monter les alarmes à Washington. Les États-Unis exigèrent une réponse immédiate. C'est ainsi que naquit le pire cauchemar des narcotrafiquants, l'extradition. Le gouvernement colombien signa un traité avec les États-Unis. À partir de ce moment, tout chef narco capturé pouvait être jugé et emprisonné dans une prison de haute sécurité en Amérique du Nord. Pour Escobar et les autres chefs du trafic de drogue, c'était pire que la mort. C'est ici que commença la véritable guerre entre l'État et les cartels. La guerre entre Escobar et le gouvernement ne faisait que commencer. Mais ce qui allait suivre plongerait la Colombie dans un chaos absolu. Le cartel de Cali observait avec une inquiétude croissante les mouvements de Pablo Escobar. Sa stratégie de terreur mettait en danger tous les narcotrafiquants de Colombie. Ce qui auparavant était un commerce silencieux et extrêmement rentable était désormais dans le viseur des États-Unis et du gouvernement colombien. L'extradition vers les États-Unis cessa d'être une menace lointaine pour devenir une réalité. Washington exigeait des résultats et la Colombie intensifia sa lutte contre les cartels. Mais Escobar ne comptait pas s'arrêter. Il savait que son plus grand ennemi n'était pas un autre capot, mais un homme politique, Luis Carlos Galán. Galán ne s'était pas seulement opposé à lui en politique, il était également le favori pour remporter les élections présidentielles de 1990. Et pire encore, il était le plus fervent défenseur de l'extradition. Pablo ne pouvait pas le laisser accéder au pouvoir. Le 18 août 1989, lors d'un meeting politique, des sicaires d'Escobar l'assassinèrent de sang-froid. Mais la vague de terreur ne s'arrêta pas là. À la fin de la même année, Escobar désigna sa prochaine cible, César Gaviria, le successeur de Galán et nouveau candidat à la présidence. Le plan n'était pas un simple assassinat. C'était un message de terreur. Escobar ordonna un attentat sans précédent. Il plaça une bombe dans un avion de ligne, convaincu que Gaviria y voyagerait. Le résultat fut dévastateur. L'appareil explosa en plein vol. 107 personnes périrent en quelques secondes. Mais le plan échoua. Gaviria avait changé de vol à la dernière minute et survécu par miracle. Cependant, il y eut un problème encore plus grave. 2 citoyens américains se trouvaient à bord de l'avion. Et cela changea tout. Les États-Unis ne pouvaient plus ignorer Escobar. Washington entra directement dans la chasse à l'homme. Cali s'éloigne d'Escobar. 2 mondes différents. Alors qu'Escobar déclarait la guerre à l'État, le cartel de Cali choisit un autre chemin.
Ils ne voulaient pas de bombes. Ils ne voulaient pas attirer l'attention. Leur combat se menait dans les tribunaux, pas dans les rues. Escobar tenta de chercher du soutien. Il demanda une aide militaire et financière à d'autres cartels pour continuer sa guerre. Mais Cali refusa. Pour eux, le narcotrafic était un business. Et la guerre ne ferait que précipiter la chute de tous. Les chevaliers de Cali savaient que, tôt ou tard, ils devraient affronter Escobar. Mais ils ne le feraient pas avec des explosifs. Ils détruiraient Escobar avec de l'argent, de la politique et de la stratégie. Pablo Escobar vivait entouré de violence et aussi de chaos, tandis qu'il enterrait des millions de dollars en liquide, les perdant à cause de l'humidité, des rats ou des vols. Le cartel de Cali multipliait sa fortune. Il n'amassait pas d'argent dans des cachettes. Il le blanchissait dans des banques, des propriétés et des entreprises légales. Medellín représentait le feu et la destruction. Cali, le calcul et la discrétion. Et cette différence allait déterminer qui tomberait en premier. Pendant que Pablo Escobar accumulait des ennemis et semait le chaos avec sa guerre contre l'État, les chefs du cartel de Cali misaient sur une autre stratégie. Ils ne voulaient pas d'affrontements ouverts ni de bombes dans les rues. Ils voulaient se retirer avant qu'il ne soit trop tard. Pour y parvenir, ils investirent chaque centime dans des entreprises légales. L'immobilier fut leur coup de maître. Ils achetèrent des terrains, construisirent des immeubles et développèrent des projets à plusieurs millions. L'argent sale se transforma en richesse propre. Et grâce à eux, la ville de Cali connut un véritable boom économique. Mais ce n'était pas uniquement une question d'argent. C'était une stratégie de survie. Ils savaient que le narcotrafic était un commerce qui, tôt ou tard, les conduirait à la ruine. Leur plan était clair. Blanchir leur fortune à travers des affaires légales. Devenir des hommes d'affaires influents. S'éloigner du monde criminel avant que tout ne s'effondre. Mais il y avait un problème. La guerre incontrôlable d'Escobar avait mis tous les narcos dans le viseur des États-Unis et de la Colombie. Le temps pour fuir était compté, et les chefs de Cali le savaient. À partir de ce moment-là, leur priorité n'était plus seulement de gagner de l'argent, mais de trouver une sortie avant que tout ne s'écroule. Mais Pablo Escobar avait d'autres plans. Fin 1986, la tension entre Cali et Medellín était devenue insupportable. Les chefs de Cali voulaient légaliser leur fortune et se retirer du business avant qu'il ne soit trop tard. Mais Escobar avait une autre idée. Il convoqua une réunion avec les plus grands capots du pays et présenta sa proposition. Il voulait créer un super cartel sous son commandement. Plus d'argent, plus de pouvoir, un contrôle absolu du narcotrafic. Chaque cargaison de drogue devait être approuvée par lui. Et surtout, il prendrait 30% des bénéfices de tous. La réponse de Cali fut claire. Non, il n'était pas prêt à se soumettre à Escobar. Il ne voulait pas d'une guerre contre l'État. Et encore moins, partager leurs millions avec Pablo. Pour Escobar, ce fut une trahison. Sa réponse fut une déclaration de guerre. Ce qui allait suivre n'était pas qu'un conflit entre trafiquants. C'était le début d'un affrontement qui allait embraser toute la Colombie. La guerre entre le cartel de Cali et Pablo Escobar venait de commencer. Le rejet du supercartel fut le point de rupture. Escobar quitta la réunion furieux, insultant et menaçant de détruire ses anciens alliés. Mais Cali ne resta pas les bras croisés. Ils décidèrent de contre-attaquer d'une manière qui rendit Pablo fou. Le premier coup ne fut pas une explosion. Ce ne fut pas un assassinat. Ce fut de l'information. Et ce que firent les chefs de Cali marqua le début de la fin pour Pablo Escobar. La tension entre le cartel de Cali et le cartel de Medellín avait atteint un point de non-retour. Ce qui avait commencé comme une lutte pour le contrôle du narcotrafic se transforma en une guerre d'information. Les deux cartels commencèrent à se dénoncer mutuellement auprès de la DEA. Medellín dénonçait les cargaisons de Cali. Cali faisait de même avec celles de Medellín. Mais ce qui déclencha réellement la fureur d'Escobar, ce ne fut pas la trahison des informations, ce fut un mouvement stratégique du cartel de Cali. Le coup qui mit Escobar en colère. Les Rodríguez Orejuela cessèrent d'envoyer de la drogue par la Floride et formèrent une alliance avec le cartel de Guadalajara, au Mexique. À partir de ce moment, la cocaïne de Cali entra aux États-Unis par le Mexique. C'était un mouvement brillant, plus discret, plus sûr, sans dépendre des routes de Pablo. Pour Escobar, ce fut une trahison impardonnable. Le conflit s'étendit rapidement jusqu'à New York.
où les deux cartels commencèrent à se battre agressivement pour le contrôle du marché de la cocaïne. Mais la véritable guerre commença fin 1987. Tout débuta par une dispute entre trafiquants à New York. Ce qui semblait être un problème mineur se termina par un meurtre. Les amis de la victime jurèrent vengeance et firent appel à Pablo Escobar. Escobar accepta sans hésiter. Cet homme est mort. Mais c'est là que tout prit une tournure inattendue. L'assassin savait que sa vie était en danger. Il chercha protection auprès d'une vieille connaissance, quelqu'un ayant assez de pouvoir pour défier Pablo. Cet homme, c'était Elmer Pacho Herrera. Et avec cette décision, la guerre entre le cartel de Cali et Pablo Escobar devint personnelle. L'homme qui osa défier Escobar n'était pas n'importe qui. Elmer Pacho Herrera, l'un des chefs du cartel de Cali, prit une décision qui allait changer l'histoire du narcotrafic, bloquer l'ordre d'exécution d'Escobar. Pour Pablo, ce ne fut pas simplement un manque de respect, ce fut une déclaration de guerre. Le cartel de Cali venait de défier directement le pouvoir absolu du patron. La réponse d'Escobar fut brutale. Si Pacho insiste pour le protéger, alors lui aussi mourra. À ce moment-là, la guerre entre Cali et Medellín devint personnelle. Escobar ne se reposerait pas avant d'avoir éliminé chacun des chevaliers de Cali. Les chefs du cartel de Cali savaient qu'ils ne pouvaient pas rester les bras croisés. Les frères Rodríguez Orejuela avaient deux options, reculer et se soumettre à Escobar, l'affronter directement. Pour eux, un meurtre à New York ne justifiait pas un bain de sang en Colombie. Gilberto Rodríguez Orejuela tenta de négocier avec Escobar, mais la réponse de Pablo fut une sentence de mort. Alors c'est la guerre, et je vais tuer chacun d'entre vous, fils de... La guerre entre le cartel de Cali et le cartel de Medellín devint officielle. Les chevaliers de Cali mirent de côté leurs plans pour légaliser leur fortune et se préparèrent au conflit. S'ils voulaient vaincre Pablo Escobar, ils auraient besoin d'argent et de beaucoup. Mais ils n'allaient pas attendre que Pablo frappe le premier. Le cartel de Cali lança le premier coup. Objectif: l'immeuble Monaco, la résidence de Pablo Escobar à Medellín. Le message était clair. Le cartel de Cali ne comptait pas se cacher. Il allait se battre. 13 janvier 1988. 5h30 du matin. Une voiture piégée, remplie de dynamite, fut garée devant l'immeuble Monaco. Quelques secondes plus tard, l'enfer explosa. L'explosion secoua la ville. Le fracas se fit entendre à 3 km à la ronde. Les vitres de tout le quartier volèrent en éclats. Un cratère de 3 mètres se forma dans la rue. Escobar ne se trouvait pas dans l'immeuble, mais sa famille. Oui, le cartel de Cali venait de déclarer la guerre dans le sang et le feu. La réponse d'Escobar serait encore plus violente. L'attentat contre l'immeuble Monaco fut un coup dévastateur pour Escobar. Non pas parce qu'il s'y trouvait, mais parce que sa famille fut prise dans les tirs croisés. Sa fille de 4 ans perdit l'ouïe d'une oreille. 2 gardes périrent dans l'explosion. Escobar était furieux et voulait se venger. Il ne tarda pas à découvrir qui se cachait derrière l'attaque, et sa riposte fut immédiate et brutale. Escobar ordonna une série de bombardements contre une chaîne de pharmacies appartenant aux Rodríguez Orejuela. Ces établissements n'étaient pas de simples commerces. Ils étaient essentiels pour le blanchiment d'argent du cartel de Cali. La guerre venait de franchir un nouveau seuil. Cali ne resta pas les bras croisés. Ils décidèrent que la seule façon de mettre fin à la guerre était d'éliminer Escobar une bonne fois pour toutes. Un escadron de 7 sicarios fut envoyé à Medellín avec une seule mission: traquer Pablo Escobar. Mais Escobar n'était pas un ennemi facile. Le résultat fut un message brutal. Une semaine plus tard, leurs corps revinrent dans des caisses démembrées. Medellín avait envoyé un message clair. Personne ne touchait au patron et survivait pour le raconter. La guerre n'était pas terminée, elle ne faisait que commencer. À la fin de 1988, un attentat secoua l'un des quartiers les plus luxueux de Cali. La cible, Miguel Rodríguez Orejuela. Mais le plan échoua. Le cartel de Cali comprit que s'il voulait en finir avec Escobar, il leur fallait une stratégie différente. Il était temps d'arrêter d'envoyer des tueurs. Ils avaient besoin de renseignements, de précision et de quelqu'un avec un esprit de stratège. Jorge Salcedo, l'homme qui pourrait tuer Escobar. Voici Jorge Salcedo, un mercenaire, expert en sécurité, et la clé pour capturer Escobar. Salcedo n'était pas un criminel,
C'était un homme d'affaires doté d'un talent particulier pour la guerre. Il avait été recruté par les Rodríguez Orejuela pour les protéger des sicarios d'Escobar. Il avait désormais une nouvelle mission, éliminer l'homme le plus dangereux de Colombie. Et le plan qu'il allait concevoir serait l'une des tentatives les plus ambitieuses pour tuer Escobar. Les chefs du cartel de Cali avaient de l'argent, du pouvoir et de la peur. Malgré leur fortune et leur influence, ils étaient terrifiés. Pablo Escobar était imprévisible. Il ne respectait ni les règles, ni les familles, ni les codes. S'il voulait te tuer, il le ferait sans hésitation. Peu importait combien d'argent tu avais, ni combien d'alliés te protégeaient. Si Escobar te désignait comme ennemi, ton destin était scellé. Les frères Rodríguez Orejuela savaient qu'ils ne pouvaient pas affronter Escobar seuls. Ils avaient besoin de quelqu'un capable de changer la donne. Cet homme, c'était Jorge Salcedo. Salcedo n'était pas un narcotrafiquant. C'était un stratège, un mercenaire, et le seul espoir du cartel de Cali pour éliminer Escobar. La réunion avec les chefs eut lieu dans la maison de Pacho Herrera. Il n'y eut pas de détour. Pablo est un criminel, un fou. Personne n'est en sécurité. Ni sa femme, ni ses enfants, ni ses amis. Mais à ce moment-là, quelque chose changea chez Salcedo. Il se souvint de son vieil ami Rodrigo Lara Bonilla, le ministre de la Justice assassiné par Escobar. Lara Bonilla avait été son camarade de classe, et sa mort était une blessure qui ne s'était jamais refermée. Soudain, ce n'était plus une simple mission. C'était personnel. Jorge Salcedo venait d'accepter la mission la plus dangereuse de sa vie, éliminer Pablo Escobar. Et son plan ne ressemblerait à rien de ce que le monde avait vu auparavant. Salcedo n'avait pas seulement accepté la mission, il avait maintenant une raison personnelle de haïr Escobar. Pour lui, Pablo Escobar n'était pas seulement un criminel, c'était un fou, un homme qui détruisait tout sur son passage, même ses propres alliés finissaient morts s'ils n'obéissaient pas à ses ordres. Mais Salcedo ne savait pas encore exactement ce que l'on attendait de lui, jusqu'à ce que Miguel Rodríguez Orejuela prenne la parole. « Nous voulons Pablo mort, et nous voulons que toi et tes mercenaires britanniques l'éliminiez. » Salcedo avait déjà travaillé avec des groupes européens dans le passé. Ces hommes avaient été amenés en Colombie sous prétexte de lutter contre le communisme, mais ils avaient fini par s'impliquer dans la guerre contre la drogue. L'homme clé de cette mission s'appelait David Tompkins, un ancien soldat britannique et chef d'un escadron de mercenaires. Il n'avait aucune loyauté, mais il avait un prix. Et maintenant, il était plus que disposé à revenir en Colombie pour la bonne offre. Ce qui allait se produire serait l'une des tentatives les plus ambitieuses pour assassiner Escobar. Février 1989, le cartel de Cali était prêt à lancer son coup le plus audacieux. Jorge Salcedo passa l'appel décisif. « Tu es prêt pour une autre mission ?» David Tompkins, le chef des mercenaires britanniques, ne tarda pas à répondre. « Oui, à certaines conditions. » L'offre était trop tentante. 3 millions de dollars pour tuer Pablo Escobar. Le cartel de Cali s'apprêtait à lancer l'attaque la plus ambitieuse de son histoire. David Tompkins et son équipe de mercenaires britanniques arrivèrent en Colombie en quelques jours. Les frères Rodríguez Orejuela ne lésinèrent sur aucun moyen. Les mercenaires reçurent tout le nécessaire pour la mission. Armes de dernière génération, explosifs à fort impact et un plan détaillé pour éliminer le patron. La première étape fut d'étudier en profondeur le territoire d'Escobar. Tompkins survola Hacienda Nápoles, la gigantesque propriété d'Escobar qui s'étendait sur plus de 3,0 hectares de jungle. Et il se rendit compte d'un problème. Escobar était bien plus protégé qu'il ne l'avait imaginé. Un simple assaut improvisé ne suffirait pas. S'ils voulaient le tuer, il leur faudrait bien plus que des balles. Il leur faudrait un plan parfait. Et ce qu'ils allaient tenter serait une attaque sans précédent dans l'histoire du narcotrafic. Le cartel de Cali et les mercenaires britanniques savaient qu'une attaque frontale serait un suicide. C'est pourquoi ils élaborèrent une stratégie d'infiltration. Objectif: entrer sans être détecté et exécuter Escobar avant qu'il ne puisse réagir. Comment allaient-ils s'y prendre? Ils obtinrent un hélicoptère UH-1 Huey, le même que celui utilisé par les forces de sécurité colombiennes. Ils le peignirent et le modifièrent pour qu'il paraisse officiel. Ils s'entraînèrent dans un champ d'opération, lançant des grenades et tirant sur des cibles simulées.
Malgré toute la préparation, un obstacle menaçait la mission entière et personne ne savait exactement où se trouvait Escobar. C'était un fantôme. Pendant que les mercenaires répétaient leur attaque, les chefs du cartel de Cali travaillaient à traquer chaque mouvement de Pablo. Tout était prêt, mais ce qui allait se passer allait mettre toute l'opération en péril. Le destin du cartel de Cali et de Pablo Escobar était sur le point d'être scellé. L'attaque manquait. Le destin intervient. Après des mois d'incertitude, l'occasion parfaite se présenta enfin. Les mercenaires reçurent un message codé par radio. Pablo Escobar est dans sa piscine à Hacienda Nápoles. C'était le moment d'attaquer. Mais il y avait un problème. Il n'avait qu'un seul hélicoptère Huey, au lieu des 2 prévus dans le plan initial. Ce plan nécessitait un second appareil pour le soutien et l'extraction. Sans cet élément clé, le risque était trop élevé. David Tompkins et son équipe refusèrent d'aller de l'avant. Mais Gilberto Rodríguez Orejuela n'était pas prêt à laisser passer cette chance. Pas le temps d'attendre une autre occasion. C'est maintenant ou jamais. Il prit une décision de dernière minute qui allait changer le cours de l'attentat contre Escobar. Le cartel de Cali allait tout miser. Et le résultat serait inattendu. Le cartel de Cali était prêt pour son coup le plus ambitieux. Le plan était simple, mais mortel. Un avion atterrirait de l'autre côté d'Hacienda Nápoles avec plus d'une douzaine de sicarios envoyés par Pacho Herrera qui avaient un compte à régler avec Escobar. Les mercenaires britanniques, dirigés par David Tompkins, voleraient à bord d'un hélicoptère chargé d'explosifs et de munitions. Une fois sur place, ils lanceraient l'attaque et élimineraient Escobar. Tout semblait se dérouler comme prévu, jusqu'à ce que la météo change. Une tempête soudaine sema le chaos et l'hélicoptère s'écrasa contre une montagne. La catastrophe fut immédiate. Le pilote mourut sur le coup, et la plupart des mercenaires furent grièvement blessés. L'attaque contre Escobar avait échoué avant même d'avoir commencé. Le cartel de Cali avait tout misé, et tout perdu en quelques secondes. Escobar était toujours en vie. Et maintenant, sa vengeance serait plus terrible que jamais. Un échec qui a changé la guerre. L'attentat contre Pablo Escobar avait échoué lamentablement. Le cartel de Cali, qui avait tout misé sur cette opération, devait maintenant repenser sa stratégie, parce que cette guerre n'était pas terminée. Mais le plus ironique dans tout cela, c'est qu'Escobar ne savait même pas qu'on avait tenté de le tuer. L'hélicoptère des mercenaires britanniques s'était écrasé avant d'atteindre sa cible. Le cartel de Cali avait perdu sa meilleure opportunité, mais il n'était pas encore vaincu, car, entre-temps, Escobar faisait face à sa pire crise. L'assassinat de Luis Carlos Galán changea tout. La Colombie explosa d'indignation et le gouvernement lança une chasse sans précédent contre les cartels. Les résultats furent immédiats. 10 héros suspects furent arrêtés dans tout le pays. La police et l'armée intensifièrent les opérations contre le narcotrafic. Le président colombien reçut une aide directe des États-Unis. Washington ne comptait pas rester les bras croisés. Les États-Unis envoyèrent de l'argent, des armes et de la technologie d'espionnage pour soutenir la lutte contre les narcotrafiquants. Les satellites et le renseignement militaire étaient désormais totalement concentrés sur la traque d'Escobar. Pour Pablo, c'était personnel. Il ne voyait pas cette offensive comme une simple action gouvernementale, c'était une guerre contre lui. Et sa réponse serait aussi brutale que toujours. La Colombie était sur le point d'entrer dans sa période la plus sombre. Mais les coups portés au cartel ne touchèrent pas seulement Medellín. Cali aussi en ressentit l'impact. Le gouvernement colombien était déterminé à éradiquer le narcotrafic. Le cartel de Cali fut frappé de plein fouet. Plus de 80 avions utilisés pour le trafic furent confisqués. Les opérations furent paralysées pendant plusieurs semaines. Pour la première fois, Cali se sentit vulnérable. Pablo Escobar était toujours debout, et sa guerre contre l'État ne faisait que commencer. Et désormais, le cartel de Cali devait décider, rester dans l'ombre ou l'affronter une bonne fois pour toutes. Alors que le gouvernement colombien intensifiait la traque contre Escobar, les mercenaires britanniques tentaient de se remettre du désastre. Après l'accident d'hélicoptère, la majorité abandonna la mission et retourna chez elle. Certains allèrent jusqu'à divulguer l'histoire à la presse, rendant publique l'opération ratée pour assassiner Escobar. Mais cela ne dérangea pas les Rodríguez Orejuela. Bien au contraire, ils voulaient que Pablo
sache qu'ils étaient en train de le traquer. Cependant, un problème persistait. Escobar était désormais un fantôme. Poursuivi par les autorités, il vivait caché et en mouvement constant. Mais cela ne signifiait pas qu'il avait perdu la guerre, il était encore déterminé à se battre. Pablo Escobar restait debout et sa réponse serait plus violente que jamais. La guerre entre le cartel de Cali et le cartel de Medellín était loin d'être terminée. Pablo Escobar était hors de contrôle. Le 6 décembre 1989, Escobar porta sa guerre directement contre l'État colombien. Un camion chargé d'une demi-tonne d'explosifs fut détonné devant le siège du DAS à Bogota. L'impact fut dévastateur. 52 morts, plus de 0 blessés, et le bâtiment abritant les services de renseignement colombiens, la CIA et le FBI, fut entièrement détruit. Le message d'Escobar était clair. Si vous me poursuivez, je ferai trembler la Colombie. Lors d'une réunion du cartel de Cali, Miguel Rodríguez Orejuela n'en revenait pas. Comment un homme peut-il être aussi fou? Mais Escobar n'en avait pas fini. Ce qu'il s'apprêtait à faire allait plonger la Colombie dans un niveau de terreur sans précédent. La guerre entre les cartels n'était plus seulement une question de narcotrafic, c'était une question de survie. Et aucun n'était prêt à perdre. La guerre entre le cartel de Medellín et le cartel de Cali avait atteint un niveau de brutalité sans précédent. Pablo Escobar, déterminé à éliminer ses ennemis un par un, fixa sa prochaine cible. Elmer Pacho Herrera, le chef le plus violent du cartel de Cali. Le 25 septembre 1990, Pacho Herrera jouait au football avec ses hommes sur l'une de ses propriétés. Sans avertissement, un groupe de sicaires du cartel de Medellín, armés de fusils automatiques, fit irruption sur le terrain et ouvrit le feu sans distinction. Le match se transforma en massacre. Au moins 20 personnes furent tuées dans l'attaque, mais Pacho parvint à s'échapper vivant. Il savait que cette tentative d'assassinat ne resterait pas sans réponse. Il jura de se venger. Ça ne va pas rester comme ça. Après l'attentat, Pacho Herrera lança sa propre chasse à l'homme. En quelques jours, il réussit à capturer l'un des sicaires responsables de l'attaque. Il ne comptait pas le tuer tout de suite. Il voulait envoyer un message. L'homme fut emmené en hélicoptère jusqu'à l'une de ses haciendas. Là, les hommes de Pacho le soumirent à une torture brutale avant de l'exécuter. Ils commencèrent par le cracher dessus et le battre sans pitié. Ensuite, ils l'attachèrent par les bras à un véhicule et par les jambes à un autre. Les moteurs rugirent et, lentement, les voitures commencèrent à s'éloigner. En quelques secondes, son corps fut déchiqueté. Le message était clair. Personne n'attaquait Pacho Herrera et survivait pour le raconter. La guerre entre le cartel de Cali et le cartel de Medellín n'était plus seulement une lutte de pouvoir. Elle était devenue un enfer sans limite. Le cartel de Cali démontra qu'il pouvait être aussi impitoyable que Pablo Escobar. Non seulement il ripostait aux attaques, mais il les transformait désormais en spectacle de terreur pour semer la peur chez leurs ennemis. Le sicaire capturé fut soumis à une exécution brutale. Pas de tir rapide, ni de mort immédiate. Il fut attaché à 2 véhicules partant dans des directions opposées et traîné pendant une demi-heure jusqu'à ce que son corps soit complètement déchiqueté. Le message était clair. Cali ne resterait pas les bras croisés. Et le pire était encore à venir. La guerre entre les cartels était loin d'être terminée. Pablo Escobar n'en avait pas fini avec sa guerre contre le gouvernement colombien. En 1991, sa stratégie de terreur atteindrait un nouveau niveau. Cette fois-ci, sa cible ne fut ni les bâtiments gouvernementaux ni les figures politiques, mais l'élite colombienne. Parmi les otages, se trouvait une présentatrice de télévision très connue et la fille d'un ancien président. Leur famille, terrifiée par ce qui pourrait arriver, supplièrent le gouvernement de ne pas tenter de les secourir. Elle craignait qu'en intervenant, les forces de sécurité ne tuaient les otages dans un échange de tirs. Mais le gouvernement ne céda pas. Des descentes et opérations furent lancées pour libérer les otages. Le dénouement fut catastrophique. Lors de l'une des interventions, la présentatrice de télévision mourut durant la tentative de sauvetage. Sa mère, anéantie par la perte, ne blâma pas Escobar, mais le gouvernement.
Le pays était au bord de l'effondrement. La guerre entre l'État, le cartel de Cali et le cartel de Medellín était sur le point d'atteindre son apogée sanglant. Le gouvernement colombien perdait le contrôle. Avec le pays plongé dans le chaos et sans issue claire, l'État n'eut d'autre choix que de négocier avec Pablo Escobar. Après une vague d'enlèvements et d'assassinats, les autorités cédèrent finalement. Escobar négocia sa propre reddition. Mais il imposa une condition non négociable: l'abolition du traité d'extradition. Le gouvernement, acculé par la crise et la pression, accepta. Le trafiquant de drogue le plus recherché au monde était prêt à se rendre, mais à ses propres conditions. La farce de la cathédrale. L'accord entre le gouvernement colombien et Pablo Escobar s'avéra être une farce totale. Escobar ne fut pas envoyé dans une prison ordinaire. Il fut incarcéré dans la cathédrale, une prison qu'il avait lui-même construite et qui fonctionnait davantage comme sa forteresse personnelle que comme un véritable centre de détention. Le gouvernement, désespéré de mettre fin à sa vague de terreur, lui permit de fixer ses propres conditions. La prison n'accueillait que des personnes autorisées par Escobar, ce qui, dans les faits, signifiait qu'il continuait de diriger son empire du narcotrafic sans le moindre obstacle. Depuis cet endroit, il poursuivait ses opérations en toute impunité. Pour le cartel de Cali, cela représentait un problème majeur. Escobar était désormais protégé par l'État lui-même. S'il voulait l'éliminer, il devait trouver un moyen d'entrer dans sa prison personnelle. Face à cette nouvelle situation, les chefs du cartel de Cali commencèrent à planifier leur coup le plus audacieux à ce jour: bombarder la cathédrale. L'idée était simple et brutale: détruire la prison avec des explosifs et éliminer Escobar dans le processus. Jorge Salcedo fut convoqué à une réunion avec les frères Rodríguez Orejuela et le reste des chefs du cartel. Lorsqu'il entendit le plan, il n'en crut pas ses oreilles. « Vous allez vraiment bombarder une prison du gouvernement ?» demanda-t-il, incrédule. Mais les chefs de Cali avaient déjà pris leur décision. Il n'y avait pas de retour en arrière. Salcedo fut envoyé au Salvador pour obtenir les armes nécessaires. Son contact dans le pays était un général de l'armée salvadorienne, qui accepta de leur vendre 4 bombes MK82 pour un $250,000. Ces bombes, utilisées dans les attaques aériennes militaires, avaient le potentiel de réduire la cathédrale en ruine. Le cartel de Cali s'apprêtait à entrer dans l'histoire avec l'attaque la plus spectaculaire jamais tentée contre Escobar. Mais tout ne se passa pas comme prévu. Le plan finit en désastre. Le transport des bombes se compliqua. Les autorités salvadoriennes découvrirent une partie de la cargaison avant qu'elle ne puisse être transférée en Colombie. Cela mit les forces de sécurité en alerte et obligea le cartel de Cali à abandonner l'opération. Le plan de bombardement de la cathédrale avait échoué avant même de commencer. Escobar était toujours en vie et plus protégé que jamais. Les Rodríguez Orejuela savaient qu'ils devaient trouver une autre voie pour se débarrasser de leur ennemi. La guerre contre Escobar n'était pas terminée. La tentative de bombardement de la cathédrale s'effondra avant même le décollage de l'avion. Lors du transfert de la cargaison, les autorités découvrirent une partie des bombes MK82. L'opération fut compromise et plusieurs personnes impliquées furent arrêtées. Sous la pression, certains d'entre eux avouèrent le plan visant à assassiner Escobar. Jorge Salcedo, responsable de la logistique, parvint à s'échapper de justesse, mais le mal était déjà fait. Les médias internationaux ont divulgué l'histoire, révélant la tentative d'assassinat et exposant au grand jour le cartel de Cali. Cependant, les frères Rodríguez Orejuela n'étaient pas prêts à abandonner. S'ils ne pouvaient pas tuer Escobar depuis les airs, ils le feraient depuis la terre. Et cette fois, ils compteraient sur un allié inattendu, le gouvernement colombien. Les autorités, sous pression face à la violence incontrôlée d'Escobar, voulaient également le voir mort. La guerre contre le patron n'était plus seulement une affaire de cartel. Désormais, l'État était prêt à agir avec l'aide de ses anciens ennemis. Ce qui allait se passer marquerait le début de la fin pour Pablo Escobar. L'ennemi de mon ennemi est mon allié. Le cartel de Cali fit l'impensable. Il s'allia avec le gouvernement colombien pour éliminer Pablo Escobar. C'est ainsi qu'est née la collaboration avec le redoutable bloc de recherche, une unité d'élite créée exclusivement dans un but,
capturer ou tuer Escobar. Le cartel de Cali détenait la clé du succès. Grâce à son réseau de renseignements, comparable au KGB de la guerre froide, les Rodríguez Orejuela commencèrent à fournir des informations sur Escobar. Les données comprenaient ses déplacements, cachettes et contacts, permettant au bloc de recherche de réduire de plus en plus son champ d'action. Pendant ce temps, Escobar était de plus en plus acculé. L'équilibre de la guerre commença à pencher en faveur de Cali. Medellín, affaibli par la persécution de l'État et le manque d'alliés, perdait rapidement du pouvoir. Entre-temps, le cartel de Cali profita de l'occasion pour étendre sa domination et se consolider comme le nouvel empire du trafic de drogue en Colombie. Pablo Escobar était plus isolé que jamais. Son organisation perdait de l'influence et du pouvoir à mesure que les profits s'effondraient. Cali avait pris le contrôle des routes clés du narcotrafic, réduisant drastiquement les revenus de Medellín. Au sein du cercle d'Escobar, les trahisons et les soupçons se multipliaient. La paranoïa s'empara de lui. Mais le pire restait à venir. Des rumeurs ont filtré selon lesquelles le gouvernement colombien prévoyait de transférer Escobar dans une véritable prison, loin des luxes de la cathédrale. Pour Escobar, c'était inacceptable. Le 22 juillet 1992, il s'échappa de la cathédrale et se réfugia dans la jungle. Il savait qu'en dehors de sa prison, il serait en danger constant. Mais il continuerait à se battre. Le cartel de Cali y vit une grande opportunité. S'il voulait se débarrasser d'Escobar, c'était le moment idéal. C'est ainsi qu'est né Los Pepes. Los Pep, l'escadron de la mort. Los Peps, dont le nom signifiait « persécuté par Pablo Escobar », n'était pas seulement un groupe de sicaires. C'était une armée. Leur seule mission, exterminer tous ceux qui soutenaient le patron. Escobar n'avait plus seulement le gouvernement à ses trousses. Il faisait désormais face à une armée de criminels prêts à le tuer. La fin du cartel de Medellín approchait, qui finançait et soutenait les PEP, le cartel de Cali, qui voyait en eux la meilleure opportunité d'éliminer son pire ennemi. Les frères Castaño, paramilitaires qui haïssaient Escobar et cherchaient à asseoir leur propre pouvoir. La CIA, qui préférait voir Escobar mort plutôt que de continuer à gérer son instabilité dans la région. Des policiers et des militaires, désireux de venger leurs collègues tombés dans la guerre contre Medellín, d'anciens alliés d'Escobar, qui connaissaient ses cachettes et savaient que son empire était condamné. La traque finale avait commencé. Escobar était encerclé et sans issue. La chute de Pablo Escobar. En 1993, Pablo Escobar n'avait pas seulement le gouvernement contre lui, il avait tout le monde. La chasse était totale. Son empire, autrefois le plus puissant du monde du narcotrafic, était en ruine. Los Pep et le bloc de recherche ne lui laissaient aucun répit. Ses sicaires étaient morts ou avaient changé de camp. Ses réseaux de distribution s'effondraient. Le cartel de Medellín était au bord de la destruction. Escobar était acculé. Ses jours étaient comptés. La chute du narcotrafiquant le plus puissant de l'histoire était imminente. 2 décembre 1993, le jour où Pablo Escobar est tombé. Ce qui restait du cartel de Medellín était détruit. Son réseau de protection s'était effondré. Ses alliés l'avaient abandonné. Il ne lui restait qu'un dernier garde du corps fidèle. Ce jour-là, à 15 heures, Escobar commit sa dernière erreur. Il passa un appel à sa famille. La conversation ne dura que quelques minutes, mais ce fut suffisant. Les autorités traquèrent le signal et localisèrent sa cachette à Medellín. En quelques minutes, une équipe armée encercla la maison. « Viva Colombia !»« On l'a eu !» cria un officier. Escobar tenta de s'échapper par le toit. Mais la police ouvrit le feu. L'homme le plus recherché au monde tomba sous une pluie de balles. Son règne était terminé. L'empire de Pablo Escobar s'était effondré à jamais. Le triomphe du cartel de Cali. Avec la mort d'Escobar et la destruction du cartel de Medellín, le cartel de Cali célébra une victoire totale. Les frères Rodríguez Orejuela devinrent les maîtres du narcotrafic. Mais leur règne ne durerait pas éternellement. Le destin du cartel de Cali était déjà scellé. Et bientôt, il deviendrait la prochaine cible. Le plus grand triomphe du cartel de Cali ne fut pas seulement leur domination du trafic de drogue, mais leur victoire politique. En aidant à éliminer Escobar, ils gagnèrent le soutien du gouvernement et du peuple. Après des années d'attentats,
de bombes et d'assassinats, les Colombiens étaient fatigués de la violence. Les chefs de Cali se présentèrent comme des « hommes d'affaires », souhaitant quitter le narcotrafic et redorer leur image. Ils virent une opportunité et décidèrent de négocier avec le gouvernement. Leur proposition était claire: abandonner le trafic de cocaïne, se rendre volontairement et recevoir une amnistie et des peines réduites. Mais la grande question était: le gouvernement accepterait-il réellement cet accord? Ou bien, la chute du cartel de Medellín signifiait-elle simplement que Cali était désormais la prochaine cible? Le cartel de Cali voulait sortir du business, mais avec style. Avec Escobar mort, ils ne craignaient plus d'être assassinés en prison. Ils tentèrent de négocier leur reddition avec le gouvernement colombien. Ils proposèrent de purger des peines symboliques en échange de la conservation de leurs richesses et de leurs entreprises légales. Pour eux, c'était un marché parfait, mais il y avait un problème. Le gouvernement colombien n'était pas le seul acteur dans cette équation. Le procureur général de Colombie n'était pas convaincu. Comment sommes-nous censés corrompre un homme qui conduit une vieille Volkswagen? Demandaient les chefs de Cali. L'ancien système de corruption ne fonctionnerait pas avec lui. Mais le vrai problème n'était pas la Colombie, c'était les États-Unis. Washington avait une nouvelle priorité, le cartel de Cali. Les États-Unis avaient besoin d'un nouvel ennemi, et les frères Rodríguez Orejuela étaient dans leur ligne de mire. Les jours du cartel de Cali étaient comptés. Bientôt, ils deviendraient la cible numéro 1 de la DEA. Avec Escobar hors jeu, Washington fit pression sur le gouvernement colombien pour lancer la traque des chefs de Cali. Les États-Unis voulaient empêcher les Rodríguez Orejuela de négocier une amnistie. Si nous ne les arrêtons pas maintenant, ils deviendront intouchables. Le compte à rebours avait commencé. Et le cartel de Cali était sur le point de faire face à sa propre destruction. La DEA se tourne vers Cali. En mars 1994, la DEA passa à l'action. Le bloc de recherche, qui avait autrefois traqué Escobar, transféra sa base d'opération à Cali. Désormais, sa seule mission était de capturer les 4 chefs du cartel. Mais les Rodríguez Orejuela n'allaient pas se rendre aussi facilement. Ils avaient une solution: acheter le pouvoir politique du pays. Lors des élections présidentielles de 1994, ils financèrent la campagne du candidat du Parti libéral, Ernesto Samper. Si leur candidat accédait au pouvoir, le cartel de Cali serait protégé. Ils pourraient négocier leur sortie du narcotrafic sans craindre l'extradition, et ils y parvinrent. Samper remporta les élections. Les chevaliers de Cali pensaient être en sécurité, mais ils ignoraient que leur chute avait déjà commencé. Car lorsque la DEA cible quelqu'un, elle ne s'arrête jamais avant de l'attraper. Le cartel de Cali réussit l'impensable. Il acheta un président. Avec 6 millions de dollars, ils financèrent la campagne d'Ernesto Samper, qui remporta les élections de 1994. « Nous avons réussi. Nous avons acheté un président », célébraient les chefs du cartel. Pour les Rodríguez Orejuela, cela ne signifiait qu'une chose: le gouvernement était désormais de leur côté. Les enquêtes à leur encontre disparaîtraient. Ils pourraient continuer à opérer sans craindre l'extradition. Mais il y avait un problème: la DEA n'allait pas le permettre. Washington était furieux. L'agence antidrogue des États-Unis n'allait pas tolérer qu'un gouvernement protégé par des narcotrafiquants se consolide en Colombie. La DEA élabora un plan pour faire tomber Samper. Si le président protège les narcotrafiquants, alors nous devons le renverser. Le premier coup de la DEA fut dévastateur. Ils publièrent des enregistrements téléphoniques divulgués qui prouvaient le financement illégal de la campagne de Samper. Le scandale éclata en Colombie. Et le président que le cartel de Cali croyait avoir acheté était sur le point de devenir son pire cauchemar. Le cartel de Cali passa de la célébration de sa victoire à sa pire crise. Les enregistrements divulgués par la DEA les trahirent. Dans ces audios, les chefs du cartel discutaient d'un paiement de 2 millions de dollars pour la campagne de Samper. Le scandale éclata dans les médias et la vérité fut exposée au grand jour. Le président a été financé par des narcotrafiquants. Désormais, le cartel de Cali n'avait pas seulement la DEA contre lui, mais tout un pays réclamant sa chute. Washington ne tarda pas à réagir face au scandale.
les États-Unis menacèrent de suspendre l'aide économique à la Colombie, augmentant la pression sur le gouvernement d'Ernesto Samper. La crise devint insoutenable. Le cartel de Cali tenta de nier sa participation au financement de la campagne. Ils publièrent une lettre niant toute implication. « Nous n'avons jamais financé la campagne du président. » Mais le mal était déjà fait. Pour sauver sa présidence, Samper n'eut pas d'autre choix que de trahir ses anciens alliés. J'arrêterai les chefs du cartel de Cali. Les Rodríguez Orejuela passèrent d'intouchables à hommes les plus recherchés du pays. La chasse finale contre le cartel de Cali avait commencé. L'offensive finale, la fin d'un empire. Le cartel de Cali était en train de tomber. Ceux qui auparavant les protégeaient, les condamnaient. Maintenant, leur collaboration avec la CIA et Los Pepes pour éliminer Escobar fut oubliée. À présent, Washington et Bogota avaient un nouvel objectif: détruire le cartel de Cali. L'offensive fut totale. Des mandats d'arrêt massifs furent émis. Des récompenses de plus d'1 million de dollars furent offertes pour toute information sur les chefs du cartel, et des opérations policières commencèrent dans toute la Colombie. La chasse avait commencé, et la première grande arrestation ne tarda pas à arriver. 9 juin 1995. La police colombienne et la DEA encerclèrent une résidence secrète où se cachait Gilberto Rodríguez Orejuela. Pendant près d'1 heure, les agents fouillèrent la maison, inspectant chaque pièce et cherchant le moindre indice sur sa localisation. Finalement, ils découvrirent un compartiment caché. À l'intérieur se trouvait Gilberto. « Ne me tuez pas » furent ses seuls mots au moment de son arrestation. Le premier chef du cartel de Cali était tombé. Et maintenant, la traque de son frère Miguel Rodríguez Orejuela et des autres dirigeants du cartel était lancée. L'empire de la drogue le plus puissant du monde était sur le point de s'effondrer. La chute du cartel de Cali avait commencé et le traître était à l'intérieur. La trahison qui a fait tomber le cartel de Cali. Après la capture de Gilberto Rodríguez Orejuela, le président Ernesto Samper célébra avec du champagne. Nous avons accompli un grand succès dans la lutte contre le narcotrafic. Mais pour Miguel Rodríguez Orejuela, ce fut une trahison impardonnable. C'est comme ça que ce fils de « nous remercie après les 6 millions de dollars qu'on lui a donnés ?» s'exclama-t-il furieux. Il savait qu'avec son frère en prison, ce n'était qu'une question de temps avant qu'on vienne le chercher. Mais le pire restait à venir. Jorge Salcedo, le chef de la sécurité du cartel, prit une décision qui scellerait le sort de Cali. Il changea de camp. Il vit le navire couler et n'avait aucune intention de sombrer avec lui. 1 mois plus tard, il contacta la DEA et commença à livrer des informations. Depuis l'intérieur, il aida à détruire l'organisation qu'il avait protégée pendant des années. Le cartel de Cali était au bord de l'effondrement. Désormais, la traque de Miguel Rodríguez Orejuela et des derniers chefs du cartel était imparable. L'empire qui avait autrefois contrôlé le trafic mondial de drogue était fini. Le coup final est venu de l'intérieur. Jorge Salcedo, leur chef de la sécurité, devint informateur pour la DEA. Un à un, les chefs du cartel tombèrent. José Chepe Santa Cruz Londoño, avec une récompense de 625 € sur sa tête, fut arrêté dans un restaurant de Bogota. Miguel Rodríguez Orejuela fut capturé grâce aux informations fournies par Salcedo. Il ne restait qu'un seul homme, Elmer Pacho Herrera, le dernier à avoir rejoint le cartel de Cali et le dernier à tomber. Mais Pacho ne fut pas capturé par la force. Il décida de se rendre volontairement. Lors des interrogatoires avec la DEA, il se montra étonnamment cordial. En échange d'une clémence, il livra des informations sur l'organisation, y compris sur sa propre famille. La fin d'un empire. Ainsi se termina le cartel de Cali. De la domination du narcotrafic mondial à la trahison, les arrestations et l'élimination, un à un. Leur règne était arrivé à son terme. Le cartel de Cali, qui fut autrefois l'empire le plus puissant du narcotrafic, a fini comme tous les autres, trahi, arrêté et démantelé. Avec la chute de ses dirigeants, le monde du crime ne fut plus jamais le même. Les parrains qui se croyaient intouchables finirent en prison. Leurs fortunes disparurent ou furent saisies par l'État. Leur histoire est devenue une légende du narcotrafic. Mais s'il y a une chose que l'histoire nous a apprise, c'est que lorsqu'un empire s'effondre, un autre s'élève.
Et si le vide laissé par Cali avait permis l'ascension des cartels mexicains, dis-le-moi en commentaire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode.